Ceux qui ont fait un pas de l'autre côté de la vie en vivant une expérience de mort imminente, du fait d'un arrêt cardiaque ou lors d'une EMI spontanée, voient désormais la vie autrement et sont également convaincus de la présence de la vie au sein de la mort. Ayant approché ou traversé le tunnel blanc, selon Coma Science Group, 80% ont eu l'impression de baigner dans la lumière, 35% ont eu la vision d'un être spirituel ou d'un défunt. La plupart ont eu la sensation de faire partie d'un tout, et 30% se sont retrouvés dans un éternel présent, d'après Jans France. Cette expérience a changé leur vie. Claudette a eu la Covid à partir du 4 avril 2021. Elle n'a pas été prise en charge de la meilleure façon par son médecin, seulement du Doliprane. Quelques jours plus tard, transportée par les pompiers, elle a dû aller aux urgences, où elle était mise sous assistance respiratoire. Après cet épisode, elle est rentrée chez elle. De retour, sans oxygène, une nouvelle crise respiratoire, en présence de ses enfants, qui avaient pris l'habitude d'être à ses côtés, lors de cette période pendant laquelle son état de santé s'était dégradé. Sur le canapé, elle s'est sentie partir. Décorporée, elle a vu, senti une présence qui lui a communiqué la possibilité de rester ou de redescendre, en l'informant qu'elle avait encore quelque chose à faire ici-bas. Elle décida de revenir, pour les raisons qu'elle va nous partager, et elle reviendra changée et dotée d'un don. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette série de podcasts sur les expériences de mort imminente dans laquelle nous allons avoir le plaisir d'écouter deux expérienceuses, deux EMistes qui ont eu l'occasion de passer de l'autre côté. Comme environ 4% de la population, elles ont vécu une expérience de mort imminente, EMI ou NDE en anglais. Claudette va nous raconter son histoire pour la première fois, son EMI d'avril 2021, quand elle est sortie de son corps, et avec quel don elle est apparemment revenue. Fabienne Raoul, une scientifique qui a aussi été confrontée au monde d'après, nous parlera de son EMI, des phénomènes qu'elle vit et observe régulièrement depuis, et de son livre « Mon bref passage dans l'autre monde ». Puis nous aurons entre les deux les commentaires du docteur Jean-Pierre Jourdan, médecin, qui étudie depuis de nombreuses années les expériences de mort imminente. Dans son livre Deadline, il partage une étude approfondie de 70 témoignages. Nous découvrirons aussi son nouvel ouvrage, Le Grand Secret, expérience de mort imminente sur la piste de notre conscience ultime. Je suis Thierry et nous allons ensemble explorer les EMI entre science et spiritualité. Dans cette série de podcasts édités par Inexploré, un magazine grand public qui accompagne des personnes désireuses de naviguer aux frontières de la psychologie, du bien-être, de la spiritualité et des sciences. Vous y retrouverez des témoignages, des dossiers, des interviews exclusives. Sont également disponibles sur notre site Inexploré Digital toutes nos séries de podcasts pour vous permettre d'approfondir votre quête de sens. Bonjour Claudette. Bonjour Thierry. Merci de venir partager avec nous pour la première fois votre expérience. Alors, la plupart des personnes qui ont vécu une EMI ont une perception de la vie différente. Comment cette expérience a changé votre vie ? C'est pas évident à expliquer, c'est un ressenti qu'on a au fond de soi. En fait, j'ai l'impression d'avoir une deuxième vie. On m'a offert une deuxième vie. C'est quelque chose qui est une renaissance, un peu quelque chose que je dois apporter aux autres, mais d'une autre manière que peut-être ma première vie où j'étais aide-soignante. Je sais pas, je dois accompagner les autres. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que on m'a laissé la chance de pouvoir aider les autres plutôt. Je me rends compte, depuis ce temps-là, je fais des expériences un petit peu, j'essaye de me renseigner et je me rends compte que je suis là pour accompagner d'une manière différente. Non pas dans le soin, mais dans l'écoute, dans l'accompagnement psychologique, dans l'aide. Voilà, plus dans ce sens-là. Et ça m'a permis aussi de me soigner moi-même aussi. J'ai décidé de ne plus être malade, du tout. Parce que vous aviez... J'ai eu de graves soucis de santé, j'ai eu un cancer que je soignais et que j'ai décidé de soigner par mes propres moyens, moi, et non pas par des médicaments. Parce que, voilà, le fait d'avoir eu ce moment où j'étais pas là, mais j'étais là,
Je me voyais sur le canapé, mais en fait, c'était mon corps que je voyais. Moi, j'étais pas là. J'ai senti que il fallait que je me soigne, il fallait que j'arrête d'être malade. Et qu'il fallait que j'aide les autres aussi. Et j'ai rencontré une entité qui m'a aidée à revenir et qui m'a dit, tu es encore là, tu as encore du chemin à faire pour accompagner, que ce soit ta famille, tes amis et surtout toi. Alors, vous accompagnez dans le passé, en tant qu'infirmière, déjà les personnes, mais là, vous avez l'impression de le faire différemment. Comment vous pouvez expliquer comment vous accompagnez aujourd'hui les personnes? C'est complètement différent. Déjà, je ne suis pas la même personne qu'avant. Je travaille beaucoup sur moi, j'essaye de comprendre la psychologie humaine, comment on fonctionne, les émotions, comment fonctionne notre cœur, comment on évolue dans la vie avec les aléas de la vie. Si on peut s'aider sans avoir d'aide médicamenteuse, pourquoi pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout avoir de médicaments, hein, bien sûr. Il y a des maladies qu'on a besoin, j'en suis consciente. Mais après, si on peut aussi s'aider par d'autres moyens, c'est ce que j'essaye de faire. Je me soigne moi, toute seule, avec mes mains. Je ne sais pas si c'est du magnétisme ou autre chose, je ne sais pas. C'est quelque chose que vous aviez avant, cette faculté à soigner avec les mains? Non, je ne pense pas. Non. Je n'ai jamais ressenti ce que je ressens maintenant. Là, j'ai quelque chose, une chaleur, quelque chose qui passe en moi que je n'avais pas avant. Quand je soignais les personnes, c'était plus, avec les moyens que j'avais appris à l'école. J'avais de l'attention pour les autres, j'avais de l'empathie. J'adorais mon travail, mais je ne le vivrais plus de la même manière si aujourd'hui je travaillais encore en tant qu'aide-soignante, quoi. Je pense que j'aurais une vue différente, complètement différente. Une approche plus intérieure. C'est difficile d'expliquer quand il n'y a pas longtemps que je le vis, donc c'est un peu compliqué à Oui, mettre des mots. c'est très frais. On a l'habitude de dire que les personnes témoignent ou en parlent dans l'entourage de cette expérience fabuleuse, extraordinaire et aussi particulière. Ils peuvent attendre jusqu'à 30 ans. Souvent, c'est minimum 1 an. Et vous, merci d'être là parce que c'est plutôt frais, hein, cette histoire, hein, avril, hein, donc avril 2021. Si je suis là, c'est que ça devait arriver, c'est que je devais être là. Les choses, il n'y a pas de hasard dans la vie. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ça m'a appris à vivre aussi comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, on pense à quelque chose et on a envie que ça arrive. Si on le pense vraiment très fort et que vraiment au fond de soi, on fait ce qu'il faut pour que ça arrive, ça arrive. C'est pour ça que je pense à mes enfants, souvent je leur dis arrêtez de penser négatif. C'est peut-être très futile ce que je dis, mais de penser tout le temps des choses négatives, ça ne peut qu'apporter du négatif à soi. Et moi, je pense que j'ai beaucoup pensé du négatif longtemps dans ma vie. Ah oui. Par mon éducation, par ma vie, quand j'étais enfant aussi, peut-être on m'a inculqué des choses un peu trop négatives qui ont fait que toute ma vie, à chaque problème, ce négatif a créé une maladie, quoi. Et du coup, là, j'ai plusieurs pathologies accumulées. Et depuis ce qui s'est passé au mois d'avril, j'ai décidé de ne plus être malade. Je ne veux plus être malade. Vous en avez souffert d'être malade, comme vous le dites? Oui, énormément, oui. Oui. Ça m'a empêché de vivre, on va dire. D'avoir une vie simple, mais d'avoir une vie sans avoir à tout le temps réfléchir à pourquoi je suis malade, qu'est-ce qui se passe, et comment je me soigne, comment on fait. Là, j'ai vraiment envie d'être fluide avec ce que je vis pour pouvoir ne plus avoir de problèmes de santé, quoi. Et c'est une conviction intérieure, on dirait à oui. vous entendre Complète. que c'est comme ça et pas autrement. Ah oui, oui, c'est vraiment... c'est ce que je travaille tous les jours. Tous les jours. Là, vous voyez, je suis venue à Paris, c'est pas l'endroit que je préfère, hein. Voilà, je suis quelqu'un de la nature, plutôt. Je vais beaucoup marcher. Et j'y ai réfléchi avant de venir. J'ai travaillé sur moi parce que la ville, c'était quelque chose qui m'angoissait avant. Et en fait, je suis pas du tout angoissée d'être là. Au contraire, je suis très contente de moi, très fière de moi parce que vraiment, je suis sereine et parce que je suis venue pour quelque chose qui me touche, près de mon cœur, quoi. En plus,
Vous êtes arrivé jusqu'ici, vous aviez un peu peur dans le métro, vous m'avez dit, oulala, Ah oui. si je me perds, comment on fait? Alors, Ça. pour rigoler, je lui ai dit, bon, c'est pas grave, vous ferez une petite décorporation pour venir nous rejoindre. C'était une boutade, bien sûr, et vous êtes là en chair et en os. Et vous l'avez laissé sur le canapé à un moment donné. C'était après, racontez-moi un petit peu comment c'est passé, comment c'est arrivé cette histoire de moments en suspension au-dessus du canapé avant de revenir et avant d'avoir cette philosophie de vie que vous avez là aujourd'hui. En fait, j'étais en train de me noyer. C'est la sensation que j'avais. Une impression de noyade, que j'arrivais plus à respirer, que l'eau rentrait en moi ou dans mes poumons. Je ne sais pas exactement la sensation exacte, mais en fait, je ne pouvais plus respirer. Et personne ne m'avait mis l'oxygène chez moi. Mes enfants se battaient pour justement que je puisse en avoir, mais ce n'était pas encore arrivé. Ça faisait 10 jours que je n'avais pas l'oxygène et que vraiment, je n'en pouvais plus. J'étais épuisée. J'avais perdu beaucoup de kilos. Je ne mangeais plus, je dormais plus, je buvais plus. Enfin, je faisais plus rien, quoi. 8 kilos, vous m'avez dit. 8 kilos, oui, en une semaine. Et j'étais complètement déshydratée. Parce que les infirmières sont venues après pour m'aider à reprendre un petit peu surface, on va dire, reprendre pied. Et elles m'ont dit après, avec le recul, elles m'ont dit, on a eu vraiment très peur parce qu'on n'avait jamais vu quelqu'un dans cet état chez lui, quoi. Et même mes enfants ont eu très peur. Ma fille, après, quelques temps après, m'a dit, quand je t'ai vue, j'ai vu mamie en fin de vie, quoi. Et donc, mon corps, en fait, je l'ai laissé sur le canapé. Je peux dire que, bon, après, j'ai passé beaucoup de mois où j'ai été très fatiguée, où il a fallu que je m'alimente correctement, que je fasse ce qu'il faut pour reprendre un équilibre, hein, parce que, voilà, la respiration, c'était pas ça. J'ai réappris à marcher pour pouvoir respirer. Je fais beaucoup de yoga aussi et de méditation, et ça m'aide beaucoup, parce qu'on travaille beaucoup avec la respiration. Et du coup, j'ai retrouvé un corps... j'ai laissé celui sur le canapé, j'ai repris un nouveau corps, en fait. Pour moi, c'est un nouveau corps. Je suis dynamique, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire les choses. Je ne veux plus rester inactive à attendre que quelque chose m'arrive. Non, je veux être acteur de ma vie, quoi. Je veux plus attendre que ce soit ou la maladie ou les éléments autour de moi qui décident. Évidemment qu'on ne peut pas tout décider non plus. Mais je veux dire, je fais en sorte que ce qui m'arrive, ça soit moins violent que ce que ça aurait pu être. Donc il y a eu vraiment un avant EMI et un après EMI, tant physiquement, au niveau de la santé, qu'au niveau de la... Ah oui, tout à fait. La force de vie, quoi, oui. Que vous avez, que vous nous exprimez. Oui, parce qu'en plus, j'ai perdu mon mari il y a 3 ans. Je suis toujours en deuil, c'est toujours pas facile, mais j'étais sous traitement parce que je faisais de la dépression et j'ai arrêté aussi ça. Je ne suis plus du tout... je dis pas que ça y est, mon deuil est réglé. Non, pas du tout, mais du coup, ça m'aide. D'avoir vécu ça m'a aidé à relativiser les choses et à garder que les bons petits trucs que j'ai vécu toutes ces années, à revivre ces moments, quoi. Psychologiquement et pour m'aider, et ça m'accompagne tout le temps, en fait. C'est pas revivre les mauvais, c'est revivre les bons tout le temps. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à me dire ah ben là, on m'a fait ça, j'ai pas travaillé comme ça, donc on m'a... Non, maintenant, c'est pourquoi j'ai pas eu ça. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, moi, me remettre en question, moi, pas toujours accuser l'autre en face du malheur qui nous arrive, quoi. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est nous c'est pas l'autre en face, ou pas les éléments, c'est nous qui décidons de ce qui se passe vraiment pour nous. Et vous parliez tout à l'heure de la loi de l'attraction, c'est cette idée de croire très très fort en quelque chose pour que ça arrive, mais c'est bien que vous nous rappeliez aussi qu'il faut mettre en œuvre des choses, ça va pas non plus arriver tout seul, malgré la loi de l'attraction. Hein. Exactement, tout à fait. Des choses tout simples. J'étais dans le train. Je vais prendre un exemple peut-être tout... J'ai mangé une pomme et je me suis dit, où est la poubelle ? Et je me suis retrouvée bêtement avec ma pomme. Personne discute dans le train. J'ai rendu compte que, voilà, on parle, mais non, pas trop. Et du coup, je me suis dit, oh là là, je vais me retrouver avec ma pomme. Et là, je me suis dit, non. Il y a une solution. Donc, j'ai cherché. Si on observe autour de soi, si on écoute, si on communique, si on partage, je pense qu'on peut avancer. Par contre, le fait de ne pas partager, de ne pas écouter, de ne pas observer, c'est ça le souci. Moi, je pense enfin pour moi en tout cas, mon souci c'était justement de ne pas assez regarder, de ne pas assez écouter, de pas... Voilà.
m'ouvrir à ce qui se passe autour de moi pour comprendre les choses. Et ma poubelle, je l'ai trouvée parce que, voilà, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, j'ai cherché, mais des petites choses comme ça, toutes simples, mais qui simplifient la vie, quoi. Parce qu'après, on est là à se dire ah mince, je suis là avec mon trognon de pomme, il faut que je retourne dans la gare avec mon trognon de pomme. Voilà, c'est tout bête, mais c'est des petites choses toutes bêtes comme ça qui, accumulées les unes après les autres, font qu'on a un gros tas qui nous pèse et on ne sait pas quoi en faire. Alors que si on réglait ces petites choses au fur et à mesure avec des petites solutions qu'on a toujours après nous, à côté de nous, ou que quelqu'un peut nous transmettre avec plaisir, alors qu'on n'ose pas demander parce qu'on dit, les gens, oh là là, oh, mais non, c'est Paris, oh là là, les gens, ils sont comme ça. Moi, je demande, j'ai demandé dans ma rue, j'ai demandé dans le métro, tant pis, c'est pas grave. Les autres pensent ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Et ça facilite la vie, du coup. Oui, voilà, c'est des choses simples qu'on ne fait plus parce qu'on n'ose plus. Et je pense que ça m'a beaucoup réveillé des choses que j'avais enfermées en moi, quoi, que j'avais, mais qui étaient qu'on a tous, mais qu'on enferme, qu'on fait des tiroirs où on met nos petits trucs, puis on les utilise plus, on les laisse. On dit, bon. On pourrait se poser la question, et est-ce que vous voulez te poser, pourquoi moi ? Oui, je me le suis posé. Et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être je suis ici, vu que j'ai d'autres personnes avec qui j'en ai discuté, parce que j'étais perdue en fait. Quand quelques temps après, il y a des choses qui se sont passées, comme je dis, je sais pas si j'en ai parlé. Ma petite fille avait été pas bien, elle avait mal aux dents, elle était pas bien. Et je l'ai prise avec moi et j'ai juste mis mes mains autour de sa figure et ça l'a apaisée. Elle s'est endormie. Et jamais j'arrivais à faire ça avant. Je me suis dit tiens. Et puis une autre fois, j'ai essayé sur moi, j'avais mal quelque part, donc j'ai essayé de me soulager sans prendre de cachet. J'y suis arrivée. Donc après, j'ai des amis qui connaissent un petit peu les choses. Énergétiques, Voilà. les soins énergétiques, Voilà. les thérapeutes. Merci, c'est ça. Donc je suis allée en discuter avec eux et voilà, de fil en chemin, j'arrive à comprendre les petites choses qui m'arrivent et pourquoi, comment ça se passe. Et ça m'a un peu enlevé cette peur parce que je me suis dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? En fait, je comprends pas. Oui, je suis là, je suis contente d'être là. Je sais que je suis là parce qu'il y a mes enfants, que j'ai quelque chose à faire, mais quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Oui, c'est le message que vous avez eu Oui. pendant l'expérience. Un message. Une entité. Claudette, tu as encore quelque chose à faire. Oui, c'est une entité en fait. Maintenant, je sais qui c'est. En fait, j'avais un jumeau qui est décédé avant moi. Et ça, je ne le savais pas avant. D'ailleurs, c'est un peu... ça me fait un peu créer des émotions un petit peu, voilà. Et en fait, ça a été assez lourd pendant pas mal d'années parce que je savais pas... J'avais un manque, il y avait quelque chose de moi qui n'allait pas, en fait. Je me sentais pas comme les autres, il y avait quelque chose, voilà. Et là, j'ai appris que j'avais un jumeau qui est décédé avant que je naisse, quoi. Ça, vous l'avez appris comment ? En travaillant, en faisant beaucoup de travail sur moi-même et puis des accompagnements, quoi. Quel rapport avait ce jumeau avec vous ? C'était lui, cette entité, c'est ça que vous dites, Oui, qui vous a accueilli là-haut, quelque part ? Pour moi, c'est ce que je ressens maintenant, oui, parce que je fais beaucoup de travail sur moi et je comprends que c'est ce manque, je l'ai plus. Je n'ai plus, j'ai l'impression, je suis entière, j'ai pas l'impression d'être une moitié de quelqu'un. D'accord, c'est-à-dire qu'avant votre EMI, vous sentiez, mais vous ne savez pas quoi. Oui, Il y avait quelque chose qui vous manquait. Oui. Et d'ailleurs, j'ai été très malade depuis toute jeune. Depuis l'âge de 14 ans, je suis malade, en fait. Parce que j'étais déjà pas bien. Mais dans la famille, on parlait pas, on n'avait pas de communication, on disait pas ces choses-là. Mais après, quand on gratte un petit peu chez les uns chez les autres, on arrive à savoir les choses, mais c'est compliqué. Mais moi, c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc voilà, j'ai appris ça et je comprends mieux et ça m'a soulagée, on va dire, et je me sens entière. Voilà, c'est moi, quoi. Je suis et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Comment il s'est manifesté à vos yeux ? Enfin, à vos yeux, il n'y avait plus vraiment d'yeux parce que quand on est décorporé, on n'a plus l'essence physique. Comment vous pouvez nous expliquer ? C'est une voix. Moi, c'est une voix que j'ai eue. Je sais pas comment dire. C'est pas une voix comme on parle fluide, comme on parle entre nous, comme ça. C'est plus à l'intérieur de soi. Ça, c'est quelque chose qui rentre en soi et qui nous dit, mais
secoue-toi, réveille-toi. On a l'impression que ça va jusqu'à son cœur ou à ses poumons et il me dit, allez, il faut faire quelque chose là. Il y a encore quelque chose à faire pour toi. Tu as encore des choses à donner aux autres. Il y a tes enfants, il y a tout ça. Donc, bon, écoute, si vraiment t'en peux plus, tant pis, tu lâches. Mais moi, je pense que tu peux encore faire quelque chose. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, un ressenti intérieur que j'ai eu. C'est pas quelqu'un qui était à mon oreille qui me chuchotait. C'est plus, voilà, intérieur. Je sais pas, après, c'est compliqué. Hein. Ça paraît un peu bizarre. C'est vrai que j'en parle pas à tous les gens que je côtoie parce que c'est un peu difficile, quoi. Mais c'est tellement récent que c'est pas facile à exprimer non plus. Quelque part, vous avez eu le choix il vous a laissé le choix apparemment de rester, hein, même si quelque part on sentait bien que c'était bien si vous reveniez. Qu'est-ce qui vous a fait choisir de redescendre alors que vous ne saviez pas pourquoi vous devriez vraiment redescendre? Quel était votre chemin à continuer? En fait, je pense qu'il y a aussi, quand je me suis sentie partir, je voulais retrouver mon mari aussi. Parce que ma fille m'a retranscrit après que je l'ai dit verbalement à ma fille. J'ai dit, je veux retrouver Jeff, c'était mon mari. Et en fait, c'est pas ce qu'aurait voulu mon mari. Parce que j'ai encore un fils qui avait 17 ans quand il est décédé. Et du coup, je pense que ça m'a un peu mis... pas mal, mais un peu frappé en me disant mais non, parce que tu t'en as voulu à Jeff d'être parti et toi tu vas partir et tu vas laisser ton fils. C'est quoi ce blague, quoi? Alors qu'on te laisse la possibilité de pouvoir rester, quoi. Donc du coup, je me suis dit ben oui, en fait, je peux, si j'ai le droit, je reste, autant rester, quoi. Même si je suis épuisée, que j'en pouvais plus, que j'avais mal partout, j'ai dit ça vaut le coup de rester, quoi. D'ailleurs, même avant le MI, vous avez lâché, vous vous êtes laissé mourir. Oui, bah oui, je disais à mes enfants que j'en pouvais plus parce que c'était tellement usant. Oui, je leur dis, je lâche l'affaire, j'ai plus envie de rester là, j'en peux plus. Je leur ai dit, je ne peux plus me battre, je suis désolée, je vous laisse, quoi. À cause de ces problèmes Oui, respiratoires, parce que cette noyade, hein, vous avez dit cette noyade. Oui, noyade, franchement, oui. Pourtant, j'ai jamais essayé, j'ai jamais été quelqu'un qui s'est noyé, puisque je nage très bien, donc j'ai jamais eu ce ressenti, je veux dire. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans l'eau et que l'eau me submergeait, quoi. C'était vraiment ça, ouais. Du coup, c'est vrai que j'ai dit à mes enfants, je vous laisse, j'en peux plus, je pars. Et là-haut, donc, enfin, on dit là-haut, hein, Oui, entre enfin guillemets. là-haut, Hein. ou je sais pas, quelque part. Est-ce qu'il y a eu une régénération qui vous a permis de dire, OK, j'ai peut-être un petit peu encore de force pour rester ou pour redescendre? Moi, je suis une warrior, hein. On m'a toujours dit, parce que franchement, j'ai vécu des choses, on se demande des fois pourquoi je suis encore là, mais j'ai toujours cette force un petit peu. Des fois, il faut juste me donner un petit coup de pouce ou un petit coup de pied derrière pour que je reparte. Donc, je pense que c'était ça qu'il me fallait et je suis repartie. Et là, je lâcherai plus pendant un petit moment, quoi. D'accord. Donc, vous disiez, il n'y a pas de hasard, enfin, toutes les choses qui doivent se faire se font. Est-ce que peut-être vous avez la sensation que finalement, ça devait vous arriver pour prendre conscience de quelque chose? Oui, je pense. Oui. Oui, parce que j'ai pas eu la Covid comme ça, parce que tout le monde l'a eu. Non, je pense que je l'ai eu parce que justement, j'ai accompagné des personnes qui étaient malades et je savais qu'elles étaient malades. Donc en fait, moi-même, je me suis dit peut-être que je vais l'avoir au fond de moi. Peut-être que j'avais envie de partir déjà. Si vraiment je cherche au fond de moi ce que j'ai voulu, peut-être j'avais envie de retrouver mon mari, j'en avais assez parce que ça a été 3 ans très difficiles après, quand je suis revenue dans la Drôme, pour moi, à vivre. Et du coup, peut-être que déjà, je me suis dit, si j'ai la Covid, peut-être que ça résoudra mon problème. Je sais pas, hein, c'est des suppositions que je fais, mais je pense que si j'ai eu la Covid, c'est pas pour rien non plus, c'est que j'avais besoin d'un coup de pied au derrière. Vous l'avez laissé rentrer quelque part? Oui, je pense. Oui. Volontairement? Volontairement, on peut pas dire qu'on laisse rentrer. Inconsciemment, volontairement. Ouais, parce que volontairement, ça voudrait dire que bon. Volontairement, inconsciemment, on va dire. On peut dire ça comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'on est quand même maître de son destin. Faut pas. C'est pas toujours. Comme je disais tout à l'heure, le fautif, c'est pas toujours l'extérieur. Hein, c'est nous qui décidons quand même aussi, au fond de nous-mêmes. Donc oui, je pense que la Covid, si elle m'a un peu sauvé la vie, en fin de compte.
Elle vous a envoyé là-haut. Voilà. Mais là-haut, vous avez Mais fait là-haut, peut-être une prise de conscience, dire si je redescends, c'est ça. ça va se passer autrement. Ouais. On va voir de quel bois je me chauffe. C'est ça. Je vais pas lui faire de cadeau. Merci pour ce beau partage. Est-ce que vous pouvez nous lire un passage que vous avez écrit dans un petit carnet? D'ailleurs, il y a un texte sur ce petit carnet. C'est écrit quoi sur le carnet? La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. De Albert Einstein. Magnifique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est encore ce que vous avez écrit quelques jours après votre expérience de mort imminente. La vie ne tient qu'à un fil. Je l'ai senti. Je suis partie entre deux eaux, entre deux mondes qui se rejoignent. J'ai croisé une entité qui m'a accompagnée. Je suis allée voir les âmes et mon âme est restée auprès de moi et avec moi. Je suis restée du côté de la vie, de l'amour. Merci au fil de la vie de me laisser encore du temps pour profiter, aimer, voyager, regarder, apprécier, être heureuse avec moi-même. Je m'aime et je vous aime, ma famille, mes amis. Merci de nous partager ce texte intime que vous avez écrit comme un écrit en poème. On travaille un truc ou alors ça vous est tombé dessus En fait, j'écris quand j'en ressens le besoin. Pour quelque chose qui arrive, n'importe quoi. J'ai plusieurs écrits et voilà, des choses qui se passent dans ma vie ou pas, des choses que j'ai... Ça, vous le faisiez depuis tout le temps? Oui, je le fais depuis D'accord. très longtemps, mais voilà, c'est... Dans ce que vous avez écrit, vous avez dit, vous écrivez, j'ai décidé de rester du côté de la vie. Oui. Est-ce que pour vous, de l'autre côté, il y a aussi la vie? Oui, mais une autre vie, c'est pas... Moi, si j'ai décidé de rester du côté de la vie, c'est-à-dire du côté où je suis actuellement, c'est pour accompagner les autres. Alors, en fait, de l'autre côté, il y a encore de la vie, mais on n'a plus besoin de les accompagner de cette manière que j'ai envie d'accompagner. Eux, ils sont là aussi pour nous aider, nous accompagner d'une autre manière aussi. C'est qui, eux? Ceux qui sont plus là, qui sont à nos côtés quand même. Est-ce que vous Mon sentez mari, que, par exemple. Voilà, votre mari Jeff ou Oui. votre frère jumeau? Oui, ils sont là, à côté de moi, de temps en temps. Là, il n'est pas là, mais des fois, je le sens, oui. Jeff? Oui. Et mon fils aussi. Votre fils sent aussi Oui. son papa? Oui, oui. Votre mari Jeff? Oui. Il a des sensations aussi depuis longtemps? Bah, depuis son décès. Hein, Depuis le décès de Jeff, oui. votre fils le ressent? Oui, oui. Et vous, c'était le cas aussi? Oui, mais on n'en avait jamais parlé, en fait. D'accord. Et c'est depuis que j'ai eu, qu'on en a discuté, que je me suis permis d'en parler avec lui. Et c'est vrai qu'il me dit, oui, des fois, il est avec moi. Parce ils étaient musiciens tous les deux. Enfin, mon fils est toujours musicien. Mon mari était musicien. Et mon fils fait de la batterie. Et du coup, quand il joue, des fois, il me dit, ouais, papa, il m'a dit... Alors, je dis, oui, d'accord. Donc, au début, c'était... Voilà. On accueillera Jean-Pierre Jourdan, qui est aussi un musicien, mais un docteur médecin qui va nous faire son exposé sur ce qu'il pense des EMI. Ça fait 30 ans qu'il travaille là-dessus. Mais vous disiez que vous sentiez votre mari, mais même ça avant l'EMI? Oui. Donc vous aviez déjà quelque part des possibilités de capter du subtil? Apparemment, mais pour moi, c'était... Je ne le savais pas. C'est maintenant que je m'en rends conscience. Je le sentais qu'il était là, mais je me disais, bon... Je me disais, mais non, c'est pas possible, il n'est pas là. Enfin, j'essaye pas de comprendre. Mais là, depuis que j'ai eu cette expérience où je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité, j'ai compris que oui, il avait été là à mes côtés, qui m'a accompagné. Il est de moins en moins là en ce moment, parce que j'ai travaillé aussi, donc voilà, du coup, ça se calme un petit peu. Parce que j'ai eu une période assez compliquée où j'arrivais plus trop à gérer tout ce qui se passait, donc j'ai un peu ralenti. Et est-ce que... donc on a la sensation qu'après cette expérience de mort imminente, vous compreniez mieux les choses, vous comprenez mieux sa présence, vous le sentez différemment, de façon limpide, claire, il n'y a plus de questionnement. Est-ce qu'il est arrivé ou qu'il vous transmette quelque part, ou vous sentiez un message de sa part? Oui, ça m'est arrivé, et même avec d'autres personnes aussi. Pas des personnes qui étaient proches de moi. C'est ça qui est un peu difficile à gérer pour moi.
Des personnes, des entités de personnes, enfin des D'autres entités, oui. Mais après, d'autres âmes. d'autres Vous âmes. sentez d'autres âmes Oui, également, s'il y en a autour de vous? oui aussi, oui. Et des fois, c'est pas facile, voilà. Vous êtes en train de me dire que vous êtes médium? Non, je dirais pas ça. Non, 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 je dirais pas jusque-là. Je suis dans un processus de compréhension plutôt Oui, pour que l'instant. Bah pour oui, c'est un peu. l'instant. Excusez-moi pour ces questions, c'est vrai. Je suis Ça fait plus, à peine, non mais c'est vrai, ça fait à peine quelques mois que vous avez mis le doigt voilà. là-haut Donc et vous êtes donc dans une période de transition entre Madame Tout le Monde avec bon ses activités, ses problèmes, à quelqu'un qui commence à avoir des dons, des perceptions euh, particulières. on appelle ça des dons. Je sais pas si c'est vraiment des dons. Je pense que c'est plus quelque chose, un possible. Parce que des dons, je sais pas, moi, pour moi, un don, c'est pas, ça me convient pas. C'est Mhm. plus un possible, quelque chose qu'on peut peut-être nous transmettre, que peut-être d'autres personnes peuvent le faire, mais on ne sait pas. Parce qu'au fond de soi, on a tous des capacités pour transmettre les choses, mais on ne les travaille pas et on ne le sait pas. On les a refoulées en soi, en fait. Moi, je pense que j'aurais pu transmettre déjà depuis plus longtemps des choses, mais que je ne le savais pas et que je ne les comprenais pas. Et du coup, là, j'essaye de les comprendre et d'essayer de les utiliser à bon escient pour les personnes qui sont autour de moi, quoi. Si par exemple, ma grand-mère est à côté de vous, qui Oui. s'appelait Yvette, qui n'est plus de ce monde, et qu'elle avait un message à me transmettre, comment elle s'y prendrait et comment vous l'accueillerez? Comment vous allez le comprendre? Est-ce que ça va être un ressenti? Est-ce que ça va être comme, comme un dialogue, des paroles intérieures? Est-ce que vous l'entendez dans l'oreille? Quand vous avez des messages, ça se passe comment? En fait, j'en ai pas eu beaucoup pour l'instant, j'en ai eu qu'un message. Ah, Parce qu'en fait, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, je peux pas donner une explication. c'était un message de Jeff, hein? Non, là, Ah, c'était quelqu'un d'autre? ouais. En fait, c'était une personne que je connais pas, qui. C'est compliqué à expliquer. Je suis avec un compagnon et qui a donc une maman. Et cette personne-là, je ne la connaissais pas. Et un matin, je me suis réveillée, je lui ai demandé qu'il appelle. Parce que je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose, qu'il fallait qu'il appelle. Je savais pas exactement quoi, mais je savais que quelque chose allait se passer ou qu'il était arrivé quelque chose. Et donc, il est allé appeler et en fait, sa maman était décédée. Donc, c'est des choses qui sont assez compliquées pour moi pour l'instant à expliquer parce que déjà, moi, j'ai du mal à les gérer aussi, à comprendre pourquoi j'ai ces messages. En fait, c'est pas un message, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est à l'intérieur de moi, en fait. Comme si on me disait, ben tiens, il y a une personne qui vient m'envoie quelque chose à mon cœur en me disant, ben là, il faut que tu ailles aider un tel parce il va se passer quelque chose dans sa vie. Ou Mhm. là, il faut que tu vois cette personne en ce moment parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou voilà, c'est plus ça. Je suis pas médium. Moi, je peux pas parler avec D'accord. Mais les il y a une entités, sensation ni. interne. Mais c'est plus une sensation interne que j'ai et du coup, je vais vers l'autre pour l'accompagner, pour l'aider. Je ne veux pas lui transmettre un message de qui que ce soit pour lui dire voilà, bonjour, ça va. Non, c'est pas ça. C'est plus, voilà, je suis là pour l'accompagner, pour l'aider à passer un moment délicat, un deuil, une maladie, ou je sais pas. Moi, je pense que je suis plus dans ce sens-là. On me dirige plus vers cet Un accompagnement-là. petit peu comme un ange gardien. Ça... Peut-être. Je sais pas. Pour l'instant, j'avance avec ce que j'ai dans le cœur et ce que je ressens. Ça vous convient, cette situation? Pas toujours facile. Parce que j'ai pas. C'est tellement nouveau, tellement rapide. Et puis, je suis quelqu'un qui aime déjà beaucoup donner aux autres. Alors, du coup, voilà, je me dis, est-ce que c'est moi? Je voudrais pas faire tout et n'importe quoi. Donc, j'essaye de bien réfléchir, me renseigner, de travailler là-dessus pour pouvoir pas faire n'importe quoi. C'est tout à votre honneur. Je fais du mieux que je peux. Merci Claudette. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que vous auriez un message à transmettre, puisque il semblerait que vous ayez des sensations, alors peut-être pour des gens qui ont vécu des choses comme vous, ou peut-être pour
tous ceux qui nous écoutent? Écouter son cœur, écouter moins sa tête, plus son cœur, plus aller vers l'intuitif. Voilà. Et moins vers le matériel, vers le concret, plus regarder autour de soi et être plus dans l'intuitif. Merci beaucoup. Nous allons recevoir Jean-Pierre Jourdan, le docteur Jean-Pierre Jourdan, pour qu'il nous parle déjà de son livre Le Grand Secret, qui sort à peine, expérience de mort imminente sur la piste de notre conscience ultime. Il va nous parler de ses travaux depuis 30 ans sur les expériences imminentes, parce que des personnes comme vous, Claudette, il en a rencontré des centaines, et c'est un expert à l'international dans ce domaine. Et nous aurons également le grand plaisir d'accueillir Fabienne Raoul, qui nous parlera de son livre « Mon bref passage dans l'autre monde ». Et nous verrons que c'était une scientifique pure et dure, très cartésienne. Et cette personne, aujourd'hui, a la foi. Merci beaucoup encore, Claudette. Merci Thierry. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette série de podcasts sur les EMI, édité par Inexploré. Je vous invite d'ailleurs à lire l'article de Réjeanne Hérault du magazine Inexploré numéro 52, EMI, de nouvelles études, avec Jean-Pierre Jourdan. Et nous avons la joie justement de retrouver le docteur Jourdan, docteur en médecine, qui étudie depuis 30 ans les expériences de mort imminente. Il est reconnu comme un expert dans ce domaine à l'international. Dans son livre Deadline, il partage une étude approfondie de 70 témoignages. Et vous pouvez également découvrir son nouvel ouvrage, Le Grand Secret, expérience de mort imminente sur la piste de notre conscience ultime, aux éditions Michel Lafon. Bonjour docteur Jourdan. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président et directeur de la recherche médicale de Jans France, cette association internationale pour l'étude des états proches de la mort, fondée en 1970. Alors un petit mot sur cette association. C'est la branche française qui est totalement indépendante de la branche américaine. Et voilà, elle a été fondée en 1980, je ne sais plus exactement en France, par Evelyne Sarah Mercier, qui est anthropologue. Et notre but, en fait, c'est pas d'étudier uniquement les états proches de la mort, on parlera de ça tout à l'heure, c'est avant tout de faire d'abord de la recherche sur ces expériences, une recherche de type scientifique, la plus ouverte possible. Ça, c'est le côté scientifique, et surtout le côté humain, ce qui motive en partie le titre de mon livre, c'est le fait que les personnes qui ont vécu cette expérience la gardent au fond d'eux-mêmes pendant des années, des dizaines d'années, et ils ont un besoin énorme d'en parler, d'échanger. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord de recueillir leurs témoignages, de les rencontrer et de leur permettre surtout de se rencontrer au travers de groupes de parole, tout simplement. On a déjà fait plusieurs réunions nationales avec presque une trentaine de personnes pendant 3 jours pour leur permettre d'échanger entre eux. Et il y a de très beaux témoignages dans Le Grand Secret, justement, des gens qui repartent après ce voyage, qui reviennent plutôt avec des dons, avec des dons de guérison, parfois des dons de médiumnité. Alors, comment ça se fait ? Apparemment, il y a effectivement un temps entre l'expérience, l'EMI, les EMistes ont tendance à attendre au moins 1 an et parfois jusqu'à 30 ans pour en parler, des années donc, avant de parler de leur vécu. C'est dû à quoi ? Imaginez que vous soyez allé à un concert, vous aimez la musique, donc vous êtes allé à un concert, que ce soit de la musique baroque, que ce soit du folk, que ce soit du blues ou n'importe quoi. Vous vous régalez, vous revenez chez vous, vous commencez à en parler à votre copine, ou à vos amis, à vos enfants, et vous vous apercevez qu'ils vous regardent tous avec des grands yeux. Et vous finissez par comprendre qu'ils sont sourds, qu'ils connaissent pas la musique, ils savent pas ce que c'est. Donc vous essayez de leur faire comprendre un truc qui était magnifique, vous essayez de le partager, et ils n'ont aucun moyen de comprendre de quoi vous parlez. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire se rencontrer des gens qui sont tous allés au concert, si vous voulez. Le concert était différent peut-être pour tous, plus ou moins, mais c'était de la musique. Voilà, les personnes qui ont vécu une expérience comme ça, c'est très souvent... c'est presque toujours une des plus belles expériences de leur vie. C'est quelque chose de fondamental. On a prouvé que c'est en plus une expérience qui est unique dans une vie, qui change une vie. Et ce qui est même étonnant, c'est qu'en quelques instants, ça peut être très très court, les gens reviennent transformés.
Et ils ont donc vécu quelque chose de souvent magnifique qu'ils essayent de partager. Ils ont compris des choses, pas du tout sur la mort, mais sur le sens de la vie. Enfin, la mort, ils en ont plus peur, mais pour eux, ça n'existe plus, donc on n'en parle pas. Ils ont compris des choses sur ce qui est important dans la vie, en particulier l'importance de l'amour, aimer, tout simplement. C'est pas d'avoir 3 télés ou une grosse bagnole ou du pouvoir. Et malheureusement, comme personne ne les écoute, ils essaient d'en parler à leur médecin, au réanimateur, ou à leur conjoint. Et ils se font tellement regarder de travers que ils finissent par enfouir ça, et ils peuvent le garder au fond de leur cœur pendant 10, 20, 30 ans. Et moi, ça m'horrifie. J'ai rencontré des centaines de personnes qui ont vécu cette expérience, c'est toutes des personnes qui sont riches de quelque chose. C'est pas forcément un cadeau en plus, parce qu'après, il faut vivre avec un savoir comme ça. Enfin, après avoir vécu ça, on n'est plus le même. Ils auraient besoin d'en parler, ils auraient besoin juste d'être écoutés, simplement. Et ils peuvent pas, parce que personne ne les écoute. Donc, ils enfouissent ça, et puis, 10, 20, 30 ans après, quand ils trouvent quelqu'un qui peut les écouter, à ce moment-là, ils se lâchent. C'est ce que vous faites chez Yance France, par exemple. C'est ce qu'on fait. On peut vous contacter. Moi, si j'ai une EMI demain matin en me levant, ou parce que j'ai eu une attaque cardiaque, je peux dire « Allô, Yance France, j'ai eu un petit souci, mais il m'est arrivé un truc un peu particulier. Est-ce que je peux vous en parler ?» Mais voilà, on est là pour ça, oui. On recueille les témoignages. On a mis au point un questionnaire, un gros questionnaire de 136 items qu'on a perfectionné avec le Commissariat Yance Group de Liège, qui permet pour étudier ces expériences justement sous tous leurs angles, parce que c'est des expériences qui sont très belles, mais aussi très complexes, qui ont des tas de facettes. Et donc, on essaie de vraiment faire le tour de tout ce qui peut arriver dans une expérience comme ça, de façon à pouvoir l'étudier après de manière la plus scientifique possible. C'est ça, c'est très structuré. Et par exemple, effectivement, il y a comme des étapes dans un des questionnaires, je suppose que vous utilisez, puisqu'il doit y en avoir plusieurs, par rapport à comment se déroule ce qui se passe autour. Donc, étiez-vous conscient des choses se déroulant autour de vous ou ailleurs ? 0, pas du tout. 1, j'ai aperçu mon corps. 2, j'ai perçu ce qui se passait autour de moi ou ailleurs. 3, j'ai perçu de manière précise mais non vérifiée. Et 4, j'ai pu vérifier que j'avais vu ou entendu. Oui, alors ça, c'est pas l'échelle d'origine. C'est une échelle que j'essaye de perfectionner. Et là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord avec des neuroscientifiques qui veulent être très, très stricts. J'ai fait une proposition d'échelle. Si vous voulez, ces expériences, il faut pouvoir les différencier d'expériences qui peuvent être un peu similaires, mais c'est uniquement en apparence. Par exemple, des expériences qui peuvent arriver à tout le monde, ce qu'on appelle les paralysies du sommeil. On peut avoir l'impression de sortir de son corps, de voir des choses, mais il y a toujours des détails farfelus et il n'y a rien d'objectif. Là, dans ces expériences, les personnes sont capables de vous dire ce qui se passait autour d'elles, les personnes qui étaient là, ce qu'elles ont fait, les appareils qui ont été utilisés, la façon de les utiliser quand c'était dans une réanimation, par exemple. Donc ça, c'est un des critères importants parce que il y a des éléments objectifs. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit j'ai vu le médecin qui frottait des espèces de fer à repasser, et puis qui disait écartez-vous en choc et tout. La personne qui vous raconte ça, on a la preuve qu'elle était en arrêt cardiaque, puisqu'on essaie de faire repartir son cœur. Donc on a une indication sur le moment de l'expérience. Et on sait que pendant un arrêt cardiaque, au bout de 15 secondes, l'activité cérébrale tombe à 0. Donc on sait qu'on a des souvenirs précis. Et en général, quand c'est vérifié, quand on peut les vérifier, ils sont vérifiables. On a des souvenirs précis de quelque chose qui s'est passé à un moment où on sait, justement par ce qui est décrit, que la personne n'était pas en état, théoriquement, de percevoir ni de mémoriser quoi que ce soit. Il y a même des personnes qui, effectivement, ont visiblement eu cette vision de ce qui se passait dans le bloc opératoire, et certains ont même des visions de ce qui se passe dans les couloirs avec, par exemple, leur famille, leurs parents, leurs enfants qui sont là et disent « je t'ai vu, tu faisais ça » ou tu... Et c'est incroyable. Mais ça, j'en ai des dizaines d'exemples comme ça. Et des personnes, par exemple, il y a une dame, ça c'est peut-être un peu connu, mais essayez d'imaginer une salle d'attente. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes sur une table d'opération, on ne parle pas de MI pour l'instant. Vous imaginez votre famille qui est dans une salle d'attente. Décrivez, rédaction. Qu'est-ce que vous allez imaginer ? Vous allez imaginer une salle avec des chaises, avec une table, des revues.
Bon, ben là, La base, quoi. Normal. Là, cette dame, elle a vu son mari, je crois, peut-être sa fille, je sais pas. Enfin bon, elle a dit, mais alors c'est bizarre, ils étaient debout, dans une pièce, il y avait rien, il y avait pas de chaise. Et effectivement, après, elle leur a dit, mais je vous ai vu, vous étiez debout, vous n'avez rien pour vous asseoir. Ils ont dit, ben non, on n'avait rien pour s'asseoir. Voilà. Donc ça s'invente pas, quoi. Il y a un cas bien connu d'un monsieur qui avait vu sous la table d'opération la plaque où il y avait marqué manufacture de Saint-Étienne. Le chirurgien est allé vérifier, il n'y croyait pas. Il disait, il fabrique des machines à coudre, à la rigueur, des carabines, mais des tables d'opération. Et effectivement, la table venait de là. Ce monsieur, il a pu, il est sorti pendant son intervention, enfin pendant qu'il était inconscient. Il a dit, oui, derrière le bloc, là, il y a un garage à vélo. Le chirurgien est allé vérifier aussi, parce qu'il venait avec sa voiture. Il dit, oui, il y a un garage à vélo. Et en fait, quand il s'est réveillé, il crevait de soif, et il a réussi à se lever. Il est allé directement dans le couloir, parce que pendant son expérience, il avait visité les lieux, il avait repéré un lavabo dans le couloir. Et puis, il y est allé directement. Je veux dire, voilà, tout ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand ces personnes vous racontent des détails comme ça, c'est toujours d'une grande banalité, compte tenu des circonstances. Quelqu'un qui vous raconte comment on l'a sorti d'une voiture accidentée, quelqu'un qui vous raconte comment on l'a réanimé, ça paraît extraordinaire. Mais bon, quand c'est quelqu'un qu'on a sorti d'une voiture, quand c'est quelqu'un qu'on a réanimé, ben, c'est banal. Et il n'y a rien d'autre. Je veux dire, il n'y a pas de quoi que ce soit d'imaginaire ou d'hallucinatoire. Il vous raconte ce qui s'est passé. Alors qu'il n'est pas en état de le faire, même enfin, je veux dire, son cerveau n'est pas, enfin, il est inconscient, donc à ce moment-là. C'est la grosse question scientifique et médicale de ces expériences. C'est comment peut-on, à un moment où toutes les personnes autour vont pouvoir jurer que vous étiez inconscient, quelle que soit la cause, on verra tout à l'heure qu'en fait, c'est pas obligé d'être dans l'état de mort imminente, vous êtes totalement inconscient. Vous avez les yeux fermés. Quand c'est dans un bloc opératoire ou autre, vous avez un champ opératoire dessus. Donc, même si vous étiez conscient, de toute façon, vous entendez un petit peu, mais c'est tout. Comment peut-on, à un moment où, théoriquement, le cerveau ne fonctionne pas, comment peut-on percevoir d'une manière, en plus, souvent beaucoup plus fine et beaucoup plus complète que si on était là réellement, et comment peut-on le mémoriser aussi ? Ça, oui, c'est une énorme question. Il y a l'idée que vous écrivez dans Le Grand Secret par rapport à des expériences hors du corps qui ne sont pas forcément des EMI. Hein. Attention, c'est un petit peu différent, mais qui a par exemple une vue à 360 degrés. Une personne qui était sourde, qui d'un coup entend, ou un aveugle qui va voir. Oui, mais ça, c'est dans les EMI qu'on trouve ça, hein, justement. C'est l'indice, en fait, que... Parce qu'il faut réfléchir. Quand on fait une expérience comme ça, a priori, les organes des sens ne sont pas fonctionnels. Hein, quand on est dans le coma ou quand on est inconscient, disons, bon, on ne perçoit pas avec les yeux, on n'entend pas avec les oreilles. Donc, c'est une des premières questions que j'avais posées, même chez les premières personnes que j'avais rencontrées, c'est, mais comment vous avez pu entendre? Comment vous avez vu? Comme avec des yeux, comme avec des oreilles? Et là, bon, certains disent, ouais, oui. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.